Parfait. Alors bon, donc en fait, voilà, on est tous là. Moi-même, Éric Rougier, Josias Ouedraogo, François Combarnous, Claire Gondard Delcroix, et puis Céline qui, alors donc j'ai oublié le nom de famille. Je suis désolé, Céline. Euh, voilà, mais qui, C'est Galini, je disais plutôt. voilà, pour parler de de ces activités qu'on a depuis un an et demi maintenant sur cette question qui fait partie du programme, enfin en tout cas de l'axe Social Equity d'IPORA. Euh, donc c'est basé sur un travail Tu peux mettre la slide après, s'il te plaît, Claire? Donc la session d'aujourd'hui va être intégralement basée sur un travail qui est parti d'une enquête euh, qui a été menée à Abidjan, dont je vais parler juste un petit peu après, et qui a donné lieu à plusieurs productions qui seront présentées par les gens ici présents. Donc la session va se dérouler de la façon suivante, hein. Donc je vais pas parler trop longtemps pour présenter, pour introduire, et puis ensuite Josias Ouedraogo, qui est doctorant ici à l'université de Bordeaux à BSE et qui a euh, passé l'enquête avec Damien Girolet sur le terrain, donc va faire part de son expérience sur cette enquête, et puis des données qui ont été récoltées et du data paper qui a été produit à partir de cette enquête pour en faire donner à voir ce qu'on peut faire avec des données originales pour les partager au sein d'une communauté Ipora ou bien plus largement à l'extérieur d'Ipora. Donc on a pensé qu'un data paper c'était une bonne solution pour le faire, et on avait envie de vous en parler. Ensuite, vous aurez 5 minutes de questions et on essaiera de répondre. Ensuite, François Combarnous présentera un premier travail de recherche sur les données qui ont été récoltées et qui sera suivi d'un deuxième temps d'échange. Et ensuite, Claire et Céline, donc Céline est une anthropologue visuelle, hein. Claire est une économiste, socio-économiste, économiste ABSE, et donc tous ensemble, on a essayé de tirer un film, alors je ne sais pas si ça se dit film documentaire, mais en tout cas un film illustrant ou complétant, hein, les travaux faits sur les données qu'on a récoltées, donc en donnant une vision, on va dire, plus qualitative, hein, de la réalité que nous, on a observé, qu'on observe avec des données que nous, économistes, on essaye de décrire avec des données. La slide suivante, s'il te plaît, Claire. Alors voilà, donc cette enquête, hein, c'est une enquête qui porte sur des unités de production informelles, hein, et qui soient des travailleurs indépendants ou bien des petites entreprises informelles. Et on pose directement la question de l'équité sociale à partir de plusieurs entrées qui sont la qualité du travail, les rémunérations, l'efficacité de ces unités de production, les risques qui sont associés à ces activités. Donc autant de questions qui sont très largement liées en fait on va dire à la justice, ou en tout cas aux questions d'équité dans les processus de transformation économique, hein, de développement, hein, et notamment dans le cadre de petites unités de production informelles, comme il y en a évidemment énormément dans les pays en développement, et notamment en Afrique. Et donc l'idée, c'était de sélectionner un secteur en particulier, hein, de façon à avoir une vision on va dire très contextualisée, hein, mais également assez exhaustive, hein, de ce qui se passe dans ces unités de production informelles. Et ce secteur et cette ville, en fait, hein, c'est le secteur de la mécanique, hein, la ville, c'est Abidjan. Et de cette façon-là, on pouvait s'assurer d'avoir une enquête finançable par Ipora, puisque dans le cadre des sites Projects, hein, qui financent avec un financement évidemment limité, hein, puisque ce sont des projets, on va dire, qui sont des tests en fait, hein, d'idées, hein. Et donc, on a pu quand même récolter 600 réponses à un questionnaire qu'on a produit de façon interdisciplinaire entre économistes et essentiellement économistes et juristes, en fait, hein, de façon à travailler cette question des normes autour de la production dans les unités informelles, que ce soit les normes légales ou les normes collectives liées
aux organisations professionnelles ou bien tout autre type de normes plus informelles, hein, notamment liées à l'occupation, hein, des sols ou des locaux. Voilà. Donc, on a essayé de mettre de concevoir un questionnaire qui permet de saisir toutes ces dimensions de normes qui structurent l'activité de ces unités de production informelle dans un secteur donné, dans une ville donnée, en essayant d'avoir une vision presque exhaustive en fait, hein, de l'ensemble de ce secteur. On n'y est pas à l'exhaustivité, mais on a des données qui sont quand même représentatives et Josias vous expliquera quel type de représentativité, hein, en tout cas, qu'est-ce qui garantit qu'on ait une représentativité sur ces données. Et donc cette enquête a déjà donné lieu à plusieurs productions, hein, qui reflètent bien aussi la philosophie d'Ipora. Donc, ce data paper dont Josias va vous parler tout de suite après moi, plusieurs articles de recherche déjà écrits ou presque écrits, dont un, je pense, est déjà soumis dans une revue interdisciplinaire, celui sur les effets, hein, en tout cas, les effets des conditions de travail dans ce secteur sur les questions de santé, hein, je pense qu'on parlait de social science and medicine pour la soumission. Donc, voilà, un papier vraiment interdisciplinaire, santé publique et économie, qui va être soumis ou qui l'est peut-être déjà dans une revue interdisciplinaire. Donc ça, c'est tout à fait, il pourra. Et puis, un autre papier en cours plus économique, hein, et une présentation qui sera faite par François sur un travail voilà, de cartographie, hein, de ces firmes informelles, de ces unités de production informelles dans le secteur de la mécanique à Abidjan, qui est plein d'enseignements et qui bouleverse quelques certitudes, en fait, hein, qui peut bouleverser certaines certitudes qu'on peut avoir de loin, hein, sur le secteur informel en Afrique. Et puis, un film, hein, ce qui est une innovation pour nous, pas pour Claire qui l'a déjà fait avec Céline, mais pour nous, François, Josias et moi, et Jérôme Porta, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est un juriste, hein, de droit du travail, droit social, hein, qui a participé étroitement à nos activités. Et donc, ce film-là, bah, Claire vous en parlera, Claire et Céline vous en parleront un peu plus à la fin de cette présentation, à la fin de cette session. Voilà donc les productions qu'on a pour l'instant. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller plus loin, de tester l'idée, hein, et donc ensuite d'aller chercher des financements plus larges à l'extérieur d'Ipora pour travailler sur plusieurs secteurs et plusieurs localisations. Comme dans beaucoup de projets de recherche qui ont été financés par Epora, on a cette montée en taille, hein, qui est prévue dans un second temps. Je passe la parole à Josias. Merci beaucoup, Eric, pour cette introduction. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail l'enquête qui a été menée dans le cadre du projet IPORA sur le secteur de la mécanique à Abidjan. Mon intervention va porter plus spécifiquement sur le passage d'un questionnaire interdisciplinaire à la production d'un data paper. Et l'idée n'est pas de présenter des résultats, mais de montrer en fait une démarche de recherche qui peut être utile, voire reproductible au sein de IPORA. Donc, je commence par un point assez fondamental pour dire que l'informalité dans le secteur de la mécanique à Abidjan ne peut pas être comprise uniquement comme un phénomène purement économique. Elle renvoie en fait à une réalité multidimensionnelle qui combine des dimensions à la fois productives, mais aussi des enjeux en termes de santé, de droit et aussi de relations sociales. Un garage, par exemple, n'est pas seulement une unité de production, mais c'est aussi un lieu de travail qui est exposé à différents risques, souvent précaires et structurés par des interactions constantes entre des normes formelles et parfois des pratiques informelles. Cela implique que les acteurs, notamment les mécaniciens, les apprentis, les autorités, les organisations professionnelles, évoluent ensemble dans un environnement normatif assez complexe. Et c'est précisément en fait cette complexité qui rend nécessaire une approche interdisciplinaire. Next slide. Voilà. Voilà. Donc, cette interdisciplinarité n'est pas restée en fait théorique. Elle a structuré concrètement le design de l'enquête.
et nous avons pu mobiliser plusieurs disciplines, notamment l'économie, le droit, la santé au travail, l'anthropologie, mais aussi plusieurs types d'acteurs. Et c'est un point important dans IPORA. Tous les acteurs, en fait, ont été impliqués, depuis les chercheurs jusqu'aux décideurs publics, dans les deux pays partenaires, en ce sens qu'on a beaucoup été accompagnés sur Abidjan par la Chambre des métiers et aussi la Direction générale des PME et de l'artisanat. Donc, nous avons également combiné différentes méthodes en essayant d'articuler un travail à la fois qualitatif, de terrain, pour pouvoir mieux préciser en fait notre questionnement au niveau du questionnaire. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'allers-retours pour pouvoir constituer un questionnaire quand même assez pluridisciplinaire. Et un enjeu central a été de traduire en fait les concepts quand même assez complexes parfois, comme l'informalité, les risques ou encore l'insécurité foncière en variables observables et aussi mesurables. Il va de soi aussi de la qualité des données en ce sens-là. Et donc, pour parler en fait de la double innovation qui a fait l'objet en fait de cette collecte-là, d'abord, on a en fait une innovation, une entrée sectorielle. Donc, donc, nous avons choisi en fait de nous concentrer sur un secteur spécifique, notamment la réparation automobile, comme Éric le mentionnait. Et cela a permis en fait de dépasser les approches beaucoup plus globales et d'entrer dans le détail des dynamiques internes du secteur. Ensuite, une autre innovation a été d'ordre méthodologique, notamment l'utilisation de l'adaptative cluster sampling, qui est en fait une méthode qui permet particulièrement de pouvoir l'adapter aux populations qui sont informelles, qui sont souvent invisibles dans les bases de données administratives et parfois spatialement concentrée. Elle permet de capter des réalités qui échappent parfois en fait aux méthodes d'enquête classiques. La slide suivante. Voilà, donc je dis maintenant un petit mot sur l'échantillonnage, en lien avec la carte que voici. L'idée de départ, en fait, est assez simple. On s'est dit qu'on ne peut pas tirer au hasard une population qui n'est pas visible, d'autant plus qu'on a eu une difficulté à obtenir en fait une base de sondage auprès de la direction générale. Donc, ça nous a amené en fait à nous pencher sur cette méthode-là. Donc, nous avons donc construit une grille spatiale qui couvre les 10 communes de la ville d'Abidjan. Et à partir de cette grille, un premier ensemble de blocs a été tiré aléatoirement. Et ensuite, lorsque les garages étaient identifiés dans un bloc, l'enquête était étendue au bloc voisin selon qu'on puisse atteindre en fait un certain nombre de mécaniciens, un certain seuil de nombre de mécaniciens en fait dans le bloc. Et ensuite, lorsque les garages étaient identifiés dans un bloc, l'enquête était étendue aux voisins suivant le nombre d'enquêtes en fait, le nombre de garagistes qu'on obtenait en fait sur le bloc. Et on suit les concentrations d'activités, ce qu'on appelle en fait ici les clusters. Et par ailleurs, nous avons introduit une stratification en 3 types de zones, notamment les zones sous les lignes à haute tension où il y a majoritairement beaucoup de garages. Il y a aussi les zones proches des grands axes routiers. Et le troisième, c'est les zones plus périphériques qui sont dans les périphéries. Et cela permet d'augmenter en fait la probabilité de capter les activités informelles. Donc, on a procédé en fait à une pondération un peu différenciée selon que l'entreprise ou disons le garage se trouve sous les lignes à haute tension ou bien dans des axes routiers ou bien dans des zones périphériques, tout en sachant que il y a eu une forte pondération pour les garages qui sont sous les lignes à haute tension parce que c'est majoritairement dans ces localités-là en fait qu'il y a plus de garagistes. Et cela permet en fait
cela a permis en fait d'augmenter la probabilité de capter ces activités qui sont parfois invisibles. Donc, on a eu au total 147 blocs initiaux à 235 blocs après l'extension, suivant les seuils en fait qu'on a obtenus. Donc, ce qui nous a permis d'obtenir 545 garages enquêtés au total. Et cette approche en fait permet d'obtenir un échantillon qui reflète réellement l'organisation spatiale du secteur. Donc, la slide suivante. Donc, il faut dire qu'une fois l'échantillon construit, l'enjeu était de produire en fait des données assez pertinentes et le questionnaire qu'on a eu à concevoir dans la pluridisciplinarité en fait comprend 11 modules qui couvrent à la fois l'activité économique, l'organisation du travail, la santé, pardon, le foncier et les relations institutionnelles. Et l'objectif n'était pas simplement de collecter des informations, mais de construire une base de données multidimensionnelles. Donc, et bien évidemment capable de refléter la complexité de ce secteur des garagistes. Et cela s'est traduit aussi par plusieurs innovations dans la mesure, en fait, des variables. Par exemple, la sécurité foncière a été appréhendée, en fait, par une approche beaucoup plus multidimensionnelle en captant l'insécurité de facto, de juré et aussi perçue. La main-d'œuvre est décrite à partir d'un roster individuel et non d'indicateurs agrégés, en fait, comme on a l'habitude, en fait, de le voir. Et les conditions de travail, de santé s'appuient également sur des référentiels internationaux adaptés au contexte local. La slide suivante, merci. Je présente maintenant très brièvement, vraiment très brièvement, quelques résultats descriptifs. Le secteur est quasi exclusivement masculin et l'âge moyen était de 42 ans avec environ 17 années d'expérience. Et la formation repose très largement sur l'apprentissage traditionnel et cela montre aussi l'importance des systèmes informels de formation dans ce secteur-là. Et on observe également une structuration du secteur autour de différents métiers, différents corps de métiers, et la mécanique générale domine largement, représentant près de la moitié en fait de notre collecte. Et les autres spécialités, notamment la carrosserie, l'électricité et d'autres, jouent des rôles en fait assez complémentaires dans ce secteur-là. Alors, donc, un apport assez central de ce projet-là, c'est comme Eric le mentionnait, c'est la production d'un data paper. Donc, la base de données a été structurée, documentée et puis standardisée avec des variables clairement définies et des métadonnées. Et cela permet en fait de rendre les données beaucoup plus utilisables au-delà du projet initial. Et on passe ainsi en fait à une collecte de données, à une ressource qui peut être divulguée, partagée. Et c'est ça aussi Ipora. Et pourquoi produire en fait un data paper? D'abord, c'est pour pouvoir rendre les données visibles et puis accessibles. Et ensuite, pour garantir la transparence et aussi la reproductibilité. Et cela permet également à d'autres chercheurs de réutiliser les données et de développer des analyses comparatives. Et dans Ipora, je pense que cela constitue une ressource collective quand même assez essentielle. La slide suivante. Alors, merci. Le data paper, en fait, ne consistait pas seulement à mettre à disposition des données, mais l'idée du data paper, c'est d'arriver, en fait, à documenter précisément la manière dont les données ont été collectées, produites, les variables qui ont été, qu'on a intégrées dans le questionnaire et aussi la structure de la base de données. Et donc, cela va permettre, en fait, à d'autres chercheurs de comprendre et pouvoir utiliser ces données-là dans d'autres contextes. Mais le data paper ne s'arrête pas là. Il ouvre également un ensemble de questions de recherche. Par exemple, il permet d'analyser les liens entre informalité, la performance ou encore les conditions de travail en lien avec la santé. Donc, c'est un papier effectivement qui suscite un certain nombre de questionnements dans des recherches en fait futures. Alors, ce travail a également soulevé plusieurs difficultés.
Donc, il y a d'abord en fait l'absence de base de sondage, donc l'invisibilité en fait des populations, la complexité des concepts et les contraintes en fait de terrain. Et ces difficultés ont été surmontées par des adaptations méthodologiques à chaque fois. Et une leçon importante est que les méthodes, bien évidemment, s'adaptent toujours pardon, les méthodes doivent être toujours être adaptées au contexte dans lequel en fait on se trouve. Donc pour évoluer, on dira que cela nous amène en fait à une question centrale pour IPORA. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Donc il y a plusieurs éléments en fait qui sont transférables, notamment en fait une approche sectorielle qui permet de voir beaucoup plus en profondeur certaines réalités dont les méthodes classiques ou disons les approches classiques ne permettent pas en fait de viser. Et il y a aussi en fait la méthode d'échantillonnage qui est beaucoup plus adaptée à ces unités qui sont parfois invisibles. Et il y a aussi en fait la manière dont on a conçu le questionnaire, parfois pour pouvoir prendre en compte la pluridisciplinarité, c'est très compliqué, mais avec une entrée sur le questionnaire, ça permet effectivement de prendre cela en compte. Et il y a aussi la production du data paper. Donc, ces éléments peuvent constituer une base commune pour de futurs projets. Voilà. Donc, pour conclure assez rapidement, il faut noter que l'informalité est une réalité multidimensionnelle qui nécessite en fait des approches interdisciplinaires et la production de données de qualité est essentielle pour en rendre compte. Et les data papers sont des outils stratégiques pour structurer et partager ces connaissances-là. Et au-delà de cette enquête, l'objectif, c'est d'arriver à contribuer et à la construction de ressources de recherche qui peuvent être partagées au sein d'IPORA. Donc, on est en train de chercher le format le plus adapté pour concevoir ou disons pour pouvoir divulguer ce data paper au sein d'IPORA et même à l'extérieur afin de pouvoir rendre réutilisables ces données-là qui sont quand même très riches en termes de contenu. Donc, je vous remercie. Merci Josias. Donc on est parti sur le temps. On a 5 minutes de questions, on a un capital de 5 minutes de questions à l'issue enfin en réaction à cette première présentation ou questions plus générales hein, sur ce groupe de recherche en fait, hein, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire. Donc c'est là qu'Yannick va être très précieux pour faire le lien avec la salle voilà, pour qu'on puisse entendre vos questions correctement avec à distance. Après, Yannick, tu me dis. Oui. Merci Eric. Donc là, on n'entend pas, on n'entend rien du tout. Enfin, moi, j'entends rien hein, là, ici. Donc, Tu m'entends là? ouais, là, c'est mieux. Ok. Oui, voilà. Thank you. This clear presentation. I'm really interested by financial structure, the most especially in for businesses. Maybe I wonder what difference exists between business search is and the present. Yes, it happens to in-house develop the in businesses between formal and informal businesses. Thank you. Alors, ce serait bien si Yannick pouvait reformuler la question, parce que moi, enfin, je suis pas le seul, je pense. Il y a un problème voilà, de son quand on est à distance, en fait. Hein, il y a beaucoup d'écho. C'est très métallique et on perd la moitié de l'intervention, mais ça, c'est depuis le début de l'AG. Donc, peut-être que Yannick, en te rapprochant du micro de Zoom, peut-être que est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît, la question pour qu'on puisse donner des éléments de réponse?
Moi, ce que je peux me dire, c'est que c'est-à-dire, Non, là, ça résonne énormément. thank you for taking our national university the situation of businesses between leaders and places for the market show. There are different degrees of situation. I'd like to know if there's the difference between these informal businesses, which are treated with the university intermediate areas. The second question is there more businesses shaping inequality, particularly between small and big businesses. Eric, c'est suffisamment clair. La première question de là, c'est cette concentration entre la périphérie et le centre des villes, telle que vous avez la présenter, est-ce que vous pouvez sur comment est-ce que cela réapparaît? Comment est-ce que cela apparaît? Comment est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est difficile de comprendre, hein. Donc, le son est quand même très, euh, problématique. Donc là, c'est sur la question spatiale, en fait, hein, la répartition spatiale des enquêtés, c'est ça? Des activités? Voilà. C'est vrai que le centre Je... Josias, tu as compris la question ou pas? Non, je n'ai pas très bien capté. En fait, il faudrait que vous se rapprochiez vraiment du micro Je sais pas où est l'entrée en fait du son qu'on entend. Nous, je suppose que c'est sur un ordinateur pour que ça fasse. Il doit y avoir un tout petit micro et peut-être que il faut vraiment se rapprocher de ce micro, sinon ça résonne et on entend vraiment pas bien. Je suis désolé, hein. il y a un système de gestion. Donc, ouais, donc, dans le Zoom, je pense que vous pouvez voir la traduction et il faut se mettre sur la chaîne. Bon, c'est pas mieux. Je suis désolé. Ce que je te propose, c'est qu'en fait, on garde les questions à la fin hein, en essayant d'organiser un peu mieux la capture du son. Enfin, je pense que c'est de votre côté, c'est au moment voilà, donc c'est le micro qui est sur lequel le zoom est connecté qui est probablement pas assez efficace ou sous-dimensionné, j'en sais rien. Mais peut-être qu'on va enchaîner les présentations et puis on essaiera de garder 5 minutes ou 10 minutes de discussion à la fin si le problème du son est résolu. Ou alors peut-être qu'une solution, c'est que les questions soient centralisées sur le chat de Zoom, en fait, à un moment, au fur et à mesure quoi, en fait, des présentations et des réactions, voilà, qu'il y ait un système là chez vous de centralisation des questions et ensuite de transcription sur le chat. En fait, là, on pourrait répondre, quoi. Voilà, je suis désolé, hein, c'est vraiment les aléas de la technique, mais là, on est. Oui, vous allez pouvoir réussir la présentation. On va la définition. Alors, bon, on va peut-être continuer. Alors, comme je le proposais, donc, voilà, François Combarnou, c'est à toi pour présenter voilà, ce premier travail de cartographie, en fait, hein, de ces unités de production informelles, ces travails informels, travailleurs indépendants informels dans le secteur de la mécanique à Abidjan. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats hein, de l'analyse en statistique multidimensionnelle des données qui ont donc été collectées auprès des mécaniciens d'Abidjan à partir du questionnaire qui vous a été présenté par Josias. Donc, il va s'agir de proposer une analyse multidimensionnelle des problématiques d'informalité, de caractériser les différents aspects de ces problématiques et puis de décrire les liens qui peuvent exister entre informalité et performance des entreprises. Euh, c'est toujours Claire, c'est toi qui pilote, Claire? Ok.
Dans les approches conventionnelles ou usuelles de l'informel, on a souvent tendance à limiter l'identification de l'informel à l'observation de certaines situations dans différents domaines. On va s'intéresser par exemple au travail et considérer que sont formelles les entreprises qui procèdent à la contractualisation du travail, les autres étant informelles. Dans le domaine du capital, on va considérer que les entreprises formelles ont un niveau significatif de capital fixe, l'informel travaillant plutôt avec du capital circulant. Dans le domaine de la loi et des réglementations, on va considérer comme formelles les entreprises qui s'enregistrent, qui payent leurs impôts. Dans les domaines des normes professionnelles, les entreprises formelles sont celles qui tiennent une comptabilité ou qui établissent une facturation pour leurs clients. On peut analyser ça aussi dans le domaine de l'intégration aux chaînes de production avec des unités informelles complètement isolées alors que des unités plus formelles sont intégrées dans les filières, les associations professionnelles ou les réseaux d'acteurs. Et puis, dans le domaine du foncier, hein, des droits fonciers, bah, l'absence totale de droits fonciers pour les activités informelles qui serait une de leurs caractéristiques. Pourtant, nombreuses enquêtes de terrain, et en particulier celles dont nous parlons aujourd'hui, montrent que dans chacun de ces domaines existe en fait un large éventail de situations intermédiaires entre le pas du tout de contrat de travail et un travail entièrement contractualisé, par exemple. Hein. Et puis, toutes ces situations intermédiaires, par ailleurs, bah, elles se combinent d'une infinité de manières différentes d'un domaine à l'autre. Par conséquent, et si on peut passer, Claire, à la slide suivante, merci. Par conséquent, nous, il nous a semblé évidemment plus qu'intéressant, indispensable, d'avoir une approche donc, multidimensionnelle de l'informalité. Il nous semble que ça s'impose totalement. Et c'était évidemment l'objet aussi de la construction de la base de données dont vous a parlé Josias. Le nuage de mots que vous voyez ici, il symbolise en fait l'ensemble des termes qu'on retrouve dans les questions de l'enquête qui visent à capter les informalités, à capter les différents aspects de ce qu'on peut appeler l'informalité. Et puis à partir des données, ce qu'on souhaite faire, bah, c'est décrire la réalité donc multidimensionnelle de l'informalité au sein de ces garages, au sein de cette population de mécaniciens d'Abidjan, avec un objectif qui est d'identifier quand même des régularités des arrangements qui décriraient différentes façons d'être informel en quelque sorte, et puis ensuite de confronter ces différents types d'informalité avec à la fois les performances des entreprises sur les marchés et puis les risques auxquels l'informalité expose les acteurs. La façon de faire la plus immédiate, celle qui vient à l'esprit immédiatement, elle consiste à étudier finalement simultanément toutes les variables qui mesurent ou qui caractérisent l'informalité. Et on a évidemment mené cette étude avec un résultat qui était prévisible, c'est que étant donné la profusion de variables, on a à peu près une cinquantaine de variables qui mesurent différents aspects de l'informalité dans la base de données. Donc, étant donné la profusion de variables, ces techniques d'analyse ne génèrent pas de résultats qui soient réellement interprétables en tant que tels, mais cette première analyse, elle démontre quelque chose d'intéressant qui est l'absence d'une voie unique de formalisation qui consisterait finalement en un gradient linéaire qui irait des entreprises les moins formelles à celles qui seraient à la frange de la formalité, aux entreprises entre guillemets modernes, ou alors qui resteraient dans des situations d'informalité par choix. Donc, on a essayé de réfléchir à la façon dont on pourrait reformuler l'analyse, en fait, pour vraiment faire un focus sur les arrangements qui sont à l'œuvre parmi les mécaniciens d'Abidjan. Et donc l'idée, c'était de partir du constat que toutes les problématiques finalement d'informalité relèvent les unes et les autres assez clairement de trois sphères distinctes, qu'il est possible d'étudier séparément avec nos données et qu'il est intéressant d'étudier séparément. Concrètement,
les questions d'informalité, elles se posent autour de la question de la question de la production et donc de la combinaison productive qui est mise à l'œuvre dans les entreprises. Donc, comment est-ce qu'on gère le travail, comment se construit, se forme et se pérennise le capital. Donc là, on a vraiment une sphère liée à la combinaison, à l'analyse de la production de ces entreprises. On a une deuxième grande sphère d'informalité possible autour de la question des normes, avec deux grandes familles, les normes légales, l'enregistrement auprès des autorités, le paiement des taxes, la mise en œuvre de systèmes de protection sociale, et puis des normes qui sont plus professionnelles liées à l'activité professionnelle, donc des normes autour de la participation, par exemple, à des associations de producteurs ou les réseaux sociaux dans lesquels on peut s'insérer, et puis aussi la tenue d'une comptabilité, par exemple, hein, qu'on cadre dans cet ensemble de normes professionnelles. Et puis il y a un troisième grand ensemble d'éléments qui peuvent fonder les problématiques d'informalité. Eh bien, c'est la sphère des locaux, finalement, hein, dans lesquels se tiennent ces activités, qui est un domaine d'étude de plus en plus consulté et, à mon avis, très riche, qui est la qualité, à la fois la qualité des locaux, concrète, hein, la qualité des locaux, et puis les droits fonciers correspondant à l'usage de ces locaux. Et donc, sur la diapo suivante, merci, je vais vous présenter rapidement hein, les différentes variables qu'on a pu mobiliser pour décrire ces différentes sphères. Et donc, nous avons sélectionné dans la base de données ou construit beaucoup de nouvelles variables. On a sélectionné donc ou construit un certain nombre de variables avec pour ligne, avec pour contrainte, une idée un peu paradoxale, mais qui est essentielle en statistique multidimensionnelle, qui est d'être le plus concis possible dans l'exhaustivité. L'idée étant d'essayer vraiment de couvrir tous les aspects possibles de l'informalité, avec un minimum de variables, avec une économie de variables, afin qu'on ait des choses qui soient à la fois interprétables et intéressantes. Donc, on a retenu dans la sphère de la production des variables caractérisant la taille du capital et puis sa diversification. Est-ce qu'on a plutôt du capital circulant? Est-ce qu'on a un capital fixe, des machines, des outils, des locaux, des véhicules, des pièces de moteur, par exemple? Du côté de l'emploi, on s'est intéressé d'une part au volume d'emploi, mais aussi et surtout à tout un ensemble de variables qui caractérisent l'emploi. Et ça, c'est une richesse très importante de cette base de données. On connaît pour chaque travailleur, on a au moins une dizaine de variables qui caractérisent chaque travailleur et ce qu'il fait dans le garage. Et donc, on s'intéresse ici au statut des travailleurs, aux arrangements contractuels qu'ils ont avec les mécaniciens, et aussi à la productivité du travail, ce qui nous semble un élément très important qu'on aborde à partir des salaires réels ici. Dans la sphère des normes, on va s'intéresser à tous les éléments d'enregistrement des activités auprès des autorités, à leur contribution collective, le fait qu'ils payent les différents types de taxes, à la protection sociale qu'ils mettent en œuvre pour eux-mêmes, les mécaniciens, et pour leurs travailleurs, auprès de la CMU à Abidjan, au fait qu'ils tiennent ou pas différents niveaux de comptabilité ou de facturation aux clients, à leur appartenance, à leur activité dans les associations professionnelles et à tout le réseau social qu'ils construisent avec le reste des mécaniciens de la ville. Dans la sphère des locaux, on s'intéresse à qui possède les lieux où travaillent les mécaniciens. Est-ce qu'ils ont des titres fonciers qui leur permettent de travailler là? Quel est leur statut d'occupation? Depuis combien de temps ils sont là? Et puis, pas mal de variables intéressantes sur l'endroit où se trouvent les locaux, l'endroit où s'exerce l'activité, d'une part, et puis les caractéristiques de ces locaux et leur qualité, sur laquelle je reviendrai rapidement. Donc, on a mené une analyse en statistique exploratoire multidimensionnelle. Le terme exploratoire est important ici parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On fouille dans les données et on a fait ça donc séparément dans chaque sphère. Donc techniquement, on combine ici des outils qui ne sont pas très complexes d'analyse des correspondances multiples qu'on combine à des classifications ascendantes hiérarchiques. Et sans rentrer dans les détails, alors les graphiques sont illisibles, mais c'est exprès. C'est un choix. C'est pour éviter qu'on rentre dans le détail de tout ça. C'est pas l'objet de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, ce que ça nous a permis de montrer, c'est que dans chaque sphère,
au sein de chaque sphère, apparaissent un petit nombre de régularités, des arrangements de normes, des arrangements de façon d'opérer, des arrangements de relations avec les autorités et avec la profession plus généralement, et que ces différents types d'arrangements, ben, ça fonde en fait des types d'informalité au sein de chaque sphère. Et donc, sans détailler chacun de ces types, c'est une partie assez intéressante, je crois, de ce qu'on a produit, mais c'est pas l'objet ici. Il apparaît en fait que ces différents arrangements ben, peuvent être classés du moins formel de ceci, qu'on va à chaque fois coder A. Vous voyez, c'est l'arrangement, la production A, la norme A, ou le foncier A, à des arrangements de plus en plus formels à mesure qu'on avance de A à E ou de A à D pour le foncier. Et donc, ça nous permet d'identifier à chaque fois vraiment ce sont des vraies régularités qu'on observe sur le terrain, des groupes d'individus qui ont les mêmes pratiques dans chacune de ces sphères. Et puis, on va pouvoir confronter ça ensuite aux performances des entreprises. Donc, sur la diapo suivante, j'ai résumé, alors, il y a beaucoup de calculs derrière, mais qu'on peut résumer comme ceci. Quand on essaie de confronter finalement le niveau de formalisation, donc que ce soit la formalisation productive en bleu, la formalisation normative, on pourrait l'appeler comme ça, en vert, ou la formalisation foncière en orange, quand on confronte ça aux principales mesures de performance des entreprises, ici le chiffre d'affaires, la capacité à avoir un fort volume d'activité, les bénéfices, l'investissement, donc ça nous permet d'avoir une vision un peu dynamique de ces entreprises, et la rentabilité. Alors c'est une approche très simple de la rentabilité, mais qui nous semblait vraiment utile. On mesure ici tout simplement le bénéfice par unité de capital engagé. Euh, qui est quand même un moyen de savoir quelle est l'efficacité productive et la rentabilité de ces entreprises. Bref, quand on confronte finalement la formalisation avec les résultats, ben on voit qu'il n'y a pas de corrélation très forte, même si c'est un résultat qui peut surprendre, aucune corrélation nette ne se dessine. Bien sûr, les entreprises qui sont les plus formelles ou les moins informelles du point de vue de la production génèrent de plus gros chiffres d'affaires, de plus grands bénéfices, mais comme vous le voyez, elles sont toutefois moins rentables que celles qui sont moins formelles, et c'est la même chose du point de vue du foncier. Donc on a un résultat qui est à la fois surprenant et qui interroge beaucoup des visions assez manichéennes sur les liens entre formalisation et performance. Dans la diapo, dans une dernière étape, on va se poser la question de ce qui se passe à l'intersection des trois sphères. C'est-à-dire on a choisi d'isoler l'analyse de la production, des normes et du foncier pour rentrer un peu dans les détails, mais bien entendu, chacun des mécaniciens combine une certaine situation du point de vue des normes, du point de vue du foncier et du point de vue de la production. Et donc, on va voir de quelle manière tout ça se combine à l'interface des trois sphères pour identifier les arrangements, on va dire, qui sont concrètement à l'œuvre parmi les mécaniciens. De ce point de vue-là, notre hypothèse initiale, c'était qu'il allait sûrement apparaître quelques combinaisons spécifiques, c'est-à-dire tel type de formalisation productive, combiné à tel autre type de formalisation normative, combiné à tel type de formalisation foncière. Et on s'attendait à ce que quelques combinaisons spécifiques concernent une grande majorité des acteurs. Il n'en est rien. Ce n'est absolument pas le cas. En l'occurrence, on observe au contraire une très très grande, une extrême diversité des combinaisons qui sont concrètement mises à l'œuvre par les mécaniciens. Et c'est un résultat qui est étonnant aussi parce que c'est un petit monde, les mécaniciens d'Abidjan en définitive. Et dans ce petit monde, on voit apparaître une extrême diversité des arrangements du point de vue de ces questions de formalisation à l'interface des trois grandes sphères qu'on a identifiées précédemment. Pour présenter les résultats de façon simple, vous pouvez voir le tableau ici en bas à gauche de la diapo. L'idée, c'est de distinguer dans chaque sphère la situation d'informalité absolue. On peut revenir sur le précédent, Claire, s'il te plaît. Voilà. Sur le tableau, là, on peut distinguer, l'objectif, c'est de distinguer à chaque fois la situation d'informalité absolue, c'est celle qui est codée A dans les données précédentes, c'est-à-dire vraiment aucun élément de formalisation, de distinguer ça
de la présence d'éléments de formalisation plus ou moins importants du point de vue des trois sphères. Donc, par exemple, sur les deux lignes de gauche, bah, vous avez les entreprises qui sont complètement informelles du point de vue de la production, que l'on distingue de celles qui mettent en œuvre quelques éléments, au moins quelques éléments de formalisation. Ce qui apparaît dans ce tableau, et qui est un résultat qui est aussi, à mon avis, assez surprenant, mais qui nous questionne vraiment sur la façon d'appréhender l'informel, c'est qu'on a seulement 4% des entreprises qui ne mettent en œuvre aucun élément de formalisation, du point de vue de toutes ces 50 variables qu'on a pu étudier. On a à peu près 30% des entreprises, c'est celles qui sont en bleu clair, qui n'ont aucun élément de formalisation dans deux domaines, mais qui mettent en œuvre des éléments de formalisation dans l'une des sphères considérées. En bleu un peu plus foncé, on voit qu'il y a environ 50% des entreprises qui mettent en œuvre des éléments de formalisation dans deux des trois sphères, mais ça signifie qu'au moins dans l'une de ces sphères, elles sont au niveau zéro de la formalisation telle qu'on l'a abordé ici. Et on remarque qu'il n'y a que 15% des entreprises 15% des mécaniciens qui mettent en œuvre concrètement des éléments de formalisation dans l'ensemble des sphères considérées. Dernier point, dernier point sur la dernière diapo, pour finir, on a mesuré... Claire, tu peux passer sur la dernière? Pardon, je suis en galère avec mon écran et j'arrive pas à... C'est pas grave, je commence à expliquer. Attends, je vais y arriver, vas-y. Pour finir, donc, on a mesuré, on a construit un indicateur, un score de formalisation. Donc, l'idée, ça a été de proposer une mesure du degré de formalisation, donc en passant par la statistique multidimensionnelle, c'est-à-dire en considérant réellement l'ensemble des variables qu'on a considérées, qu'on a présentées tout à l'heure. Donc, on a créé un score de formalisation qui va des entreprises les moins formelles à celles qui présentent les éléments de formalisation les plus aboutis. Et puis, on s'intéresse donc au quintile de la distribution de cette formalisation, ce qui veut dire que sur les graphiques que vous voyez ici, quand vous avez la valeur 1, on caractérise les 20% d'entreprises les moins formelles de l'ensemble des mécaniciens. Et puis, à contrario, la valeur 5 identifie les 20% de mécaniciens les plus formels, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette échelle également, c'est-à-dire non pas à l'intérieur de chaque sphère, mais globalement, on voit de nouveau qu'il n'y a pas de lien statistique, pas de corrélation claire, ou en tout cas significative, entre le degré de formalisation des activités et les performances, que ce soit la capacité à générer un volume d'affaires important, que ce soit la capacité à générer des profits, ou encore la capacité à investir, cet aspect un peu dynamique, et que finalement, la seule relation qui apparaît avec la formalisation, bah, c'est que la rentabilité des entreprises, encore une fois, hein, c'est une façon assez simple de l'aborder, mais au sens des profits générés par unité de capital investi ou engagé dans la production, bah, cette rentabilité, elle semble diminuer avec la formalisation. Et pour conclure, c'est un résultat qui nous questionne beaucoup et on espère vraiment approfondir tout ça. Mais les données d'enquête nous montrent par ailleurs, on n'en a pas parlé ici, mais que l'informalité expose les mécaniciens à de très nombreux risques. Des risques dans leurs relations avec les autorités, avec leurs relations avec les clients, dans leurs relations avec les fournisseurs, des risques physiques, des risques sanitaires, des risques financiers, des risques liés à la corruption. Et donc, bien sûr, l'informalité pose ces problèmes de manière avec une très forte intensité, une très forte acuité, mais il semblerait que ces informalités, qu'elles soient subies pour beaucoup d'entre elles ou choisies pour certaines, ben, sont en partie compensées par une plus grande rentabilité de ces entreprises. Et donc, si on renverse le propos, bah, il semblerait qu'il puisse y avoir pour ces entreprises un certain coût de la formalisation qui ferait que la diminution de risque liée à la formalisation de ces entreprises s'accompagnerait d'une relative baisse de la rentabilité de ces entreprises. Voilà, ça pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses, hein, ce premier travail. Mais voilà les éléments qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci de votre attention.
Merci François. Alors là, je vois qu'il y a deux questions qui ont été transcrites dans le chat, donc on va pouvoir peut-être y répondre avant de passer à Claire et Céline autour du film, hein, pour finir de parler des aspects enfin, des aspects donnés et analyse quantitative. Donc en gros, je vais revenir sur les questions juste après, mais donc l'idée c'est qu'en fait, c'est cette enquête, hein, si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué, c'est que on se donne pas un critère a priori de formel informel, mais par contre, on a plein de dimensions sur lesquelles on peut caractériser un degré enfin, une position sur un gradient, hein, de formalité, donc au moins trois dimensions comme présenté par François. Et effectivement, on a dans l'échantillon des entreprises des garagistes qui peuvent être considérés comme formels, du point de vue d'une partie de ces critères, et d'autres absolument pas. Et entre les deux, on a toute une variété de situations intermédiaires. De cette façon-là, on a une grande variation dans le degré de formalité qui permet de regarder vraiment l'impact de cette variation de l'informalité et du type d'informalité sur des outcomes comme la santé au travail, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, qui a donné lieu à un travail économétrique de la part de Damien et de Josias, mais également on est en train de regarder ce qui se passe du point de vue des comportements d'investissement des entreprises, et selon le type de risque, en fait, hein, et notamment sur le type d'exposition au risque foncier, hein, de ces garages qui sont, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Josas, parfois situés dans des lieux d'opportunisme, hein, c'est-à-dire sous des lignes à haute tension, ou dans des lieux sur lesquels on les laisse occuper un espace sans forcément avoir un permis, sans forcément avoir un droit légal sur cet espace. Donc il y a toute une incertitude assez forte sur la possibilité de continuer son activité liée au risque foncier. Et donc, on est en train de travailler sur les effets que ça a sur l'investissement, le type d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on trouve sur cette population d'entreprises, depuis les plus informelles jusqu'à certaines qui sont formelles, des comportements d'investissement qui sont vraiment très proches, hein, de ce que la théorie économique explique concernant notamment la valeur d'options d'attente, hein, des investissements lorsque l'incertitude est forte. En fait, hein, on a des résultats qui sont tout à fait conformes, hein, aux hypothèses de la littérature théorique de l'économie autour du comportement des firmes qui s'est construite sur les firmes formelles. Voilà, donc en fait, on commence à avoir des résultats très très intéressants sur ces données-là, et grâce à cette enquête-là, sur un échantillon certes limité, mais c'est assez prometteur. Voilà. Alors les questions. Donc peut-être la première est pour Josias. Quelles sont les différences dans la présence ou la concentration des entreprises informelles selon leur localisation dans le centre? Donc centre-ville, zone intermédiaire ou périphérie. Donc ça, Josias, le terrain, tu connais, et donc peut-être que tu peux nous répondre là-dessus. Très bien, merci beaucoup pour l'intérêt et puis pour cette question-là. Donc, quelles sont les différences dans la présence ou concentration des entreprises informelles selon leur localisation dans la ville? Il faut noter que c'est un peu difficile en fait de répondre systématiquement à cette question-là, mais ce qu'on a pu en fait constater, c'est que même en centre-ville, il y a une présence très importante de mécaniciens, mais qui sont beaucoup plus situés sous les lignes à haute tension. Donc, il y a en fait différents points de concentration des mécaniciens. On ne peut pas forcément dire qu'ils sont beaucoup plus présents au centre-ville et pas dans les périphéries, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont présents fortement sous les lignes à haute tension parce que liés à des déguerpissements par-ci et par-là, les lignes à haute tension, bien que ce soit en fait des zones à risque élevé, deviennent en fait des zones je vais dire quoi, des zones de repli pour ces derniers-là, tout en se disant que si je me mets ici, il n'y aura pas en fait de déguerpissement. Et en plus de cela, au bord des voies, il y a une forte concentration aussi en fait des mécaniciens qui s'installent en vue de pouvoir se rendre plus visible au regard en fait des passants. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forte présence de mécaniciens sous les lignes à haute tension, c'est le premier point. Et deuxième élément, il y a une forte présence sur les grands axes. Et le troisième, c'est dans les périphéries. Donc, c'est un peu difficile de dire quelle est la dispersion en fait en centre-ville ou bien dans les périphéries, mais ce sont les orientations en fait qu'on peut dire par rapport à ça.
Merci Josias. Alors, donc deuxième question, ces deux questions, donc il y a deux questions en réalité qui sont des questions des big questions, quoi, hein, des questions à la fois larges et à gros enjeux. Alors donc la première, c'est quel est le rôle du secteur informel dans l'augmentation des inégalités et l'injustice économique et sociale? Alors, on aimerait pouvoir y répondre, mais effectivement, c'est une question vraiment très, très, très large. En fait, ce qu'on constate, nous, pour l'instant, on n'a pas les outils pour répondre parce qu'on n'est pas on n'est pas en dynamique, on place pas nos données en référence à d'autres dynamiques du reste de l'économie. Donc, c'est difficile de faire du travail relatif. Les travail sur les inégalités, ça doit être relatif. Donc, nous, on ne peut pas parce qu'on est sur une seule population. Au sein de cet informel, effectivement, François l'a expliqué, il y a pas de corrélation nette entre l'efficacité et la formalisation et la formalité. Donc, en fait, on pourrait tenter de répondre sur la base de la petite vision qu'on a sur un seul secteur et une ville que c'est pas quelque chose qui se repère à l'échelle micro, hein. Il n'y a pas forcément d'effet sur les inégalités ou la concentration des revenus générés par ces activités-là. La deuxième question, quelle stratégie pourrait... avant la deuxième question, ce qu'on constate dans beaucoup de pays en développement, y compris des pays à revenus intermédiaires, c'est que au contraire, peut-être, le secteur informel enfin, comment dire, est enfin, offre des opportunités, on va dire, hein, d'amortissement des chocs, de réduction de la vulnérabilité, certes, avec une exposition au risque, hein, mais ça permet de générer des revenus qui viennent compenser hein, des pertes de revenus formels. On a pas mal travaillé sur les classes moyennes des pays en développement dans l'équipe de Bordeaux, et ce qu'on constate, c'est que il y a une grande partie des classes moyennes, y compris dans les pays à revenus intermédiaires, qui associent des petits emplois informels avec des contrats de travail plus formels, notamment dans l'administration publique. Voilà. Donc en gros, hein, c'est un facteur plutôt probablement de réduction des inégalités, peut-être que d'augmentation. Et puis sur la deuxième question, c'est aussi une question très large, c'est sur les politiques de formalisation. Donc là, on va pas répondre. Il y a une grosse littérature là-dessus, mais effectivement, on a certaines idées, notamment rendre visibles les dépenses publiques hein, de façon à légitimer les prélèvements. Voilà, ça c'est un champ de recherche que François poursuit depuis quelque temps. Voilà, donc en gros, les pistes qu'on pourrait dessiner. Si, Eric, je pense qu'on va passer à la présentation de Claire. voilà, très bien. Euh, Et puis, on va essayer, n'est-ce pas, ensemble de lever le défi d'une présentation qui pourra prendre 10 minutes pour qu'on ait un peu de temps pour les échanges. Claire, j'espère que ça te convient, s'il te plaît. Ah, oui, bonjour. On nous avait prévu 30 minutes parce qu'on doit projeter un petit morceau de film. Et, et donc, enfin, ce serait bien quand même qu'on puisse projeter un peu du film, mais à ce moment-là, il y a le film et puis on a un temps aussi de présentation. C'est Ouais. possible ou pas? Ou est-ce qu'on peut faire 20 minutes en fait, Yannick, donner 20 minutes à Céline et Claire, peut-être pour qu'elles puissent montrer quand même un petit passage du film sans tout montrer. Oui. On essaye? Allez. Alors, je vais tenter le partage d'écran avec le film. Mais peut-être qu'on va commencer par la présentation, Claire. On s'était dit Ah que oui, d'accord. Ok, ça marche. je pense que Vas-y. c'est pas mal de commencer par ça, comme ça on vous explique un peu la démarche de travail que l'on a initiée là depuis quelques mois avec vous, avec votre équipe. Euh, oui, voilà, nous, on a été mobilisés, une équipe de réalisateurs et de sociologues par une équipe de chercheurs interdisciplinaires, mais plutôt quand même axés autour des sciences économiques. Et donc, qu'est-ce qu'un film, une écriture documentaire, en fait, peut avoir à faire, en fait, dans cet espace disciplinaire de sciences économiques? Et donc, l'idée, en fait, qui remonte, en fait, et qui est remontée
en fait de la part de l'équipe de recherche, c'était en fait de réaliser un film pour pouvoir le partager en fait et dépasser un peu des approches, les outils en fait de l'économie classique en fait qui sont traduits en fait par des textes, par des écrits, par des méthodes et modélisés derrière par le biais de méthodes quantitatives. Et il y avait cette difficulté en fait, notamment que pointait François, de partager en fait auprès de non-experts en fait ce que vous faisiez comme travail. Et donc il y a eu quand même l'envie d'aller un peu plus loin et de se dire pourquoi pas réaliser un film qui permettrait en fait d'initier un dialogue entre la recherche et la société pour partager en fait votre travail. Et donc, vous avez sollicité l'association Interval par le biais de Claire, en fait, avec qui nous avons déjà travaillé. Et donc, Interval, c'est une structure associative, en fait, qui réalise des films de recherche en collaboration avec des équipes de recherche. Et au sein de cette structure, nous avons en fait plusieurs personnes qui ont cette spécificité en fait d'avoir une double casquette, un double profil de sociologue et de réalisateur de films documentaires. Donc, pour travailler en fait avec l'équipe de recherche, il y a eu pas mal de tours de discussion en fait pour savoir de quoi le film allait parler. Et c'est vrai que le fil conducteur en fait qui ressort en fait et qui rejoint en fait les analyses présentées par Josias et François en fait c'est faire un film qui permette d'aller au-delà en fait des stéréotypes qui concernent aujourd'hui l'informel et qui porterait en fait sur l'idée que l'informel ça serait complètement du désordre, de l'anarchie, du chaos. Et comme le rappelait François, on est vraiment dans des situations intermédiaires en fait où se mélangent en fait des pratiques, des discours du formel et de l'informel. Et donc voilà, le film a pour objectif de se construire et de mettre en avant en fait des pratiques alternatives, intermédiaires, où des populations, des acteurs en fait sont aussi dans des logiques innovantes en fait en termes d'organisation ou de modèles économiques. Et donc l'idée c'est de montrer en fait les pratiques et les discours de ce secteur informel. Le terrain en fait qui a été choisi recoupe en fait le terrain de l'équipe de recherche en fait, à savoir le secteur de la mécanique et des garages à Abidjan. Comme le disait Josias tout à l'heure, en fait, ces garages sont en grande partie en fait logés sous des lignes haute tension et concernent en fait des professionnels, des personnes qui sont en activité, mais qui ont pour le coup bien souvent été déguerpis et n'ont eu que d'autres espaces comme lieu de refuge, en fait, les lignes haute tension. Donc le film sur lequel, le terrain sur lequel le film porte, en fait, tient, enfin, est en train de se construire autour de ces lignes haute tension. C'est vrai que Josias a parlé tout à l'heure des grands axes ou de la périphérie, mais il nous a semblé en fait important vraiment de mettre en avant l'activité de ces garagistes qui se construisent sous ces lignes haute tension, qui sont des lieux insécures et qui majoritairement en fait rassemblent ces acteurs de la mécanique. Donc voilà, donc on a fait ce travail de discussion et après il nous a semblé aussi important en fait au-delà de définir simplement un sujet pour le film, l'idée c'était de voir aussi comment le développer et aussi faire tout un travail en fait pour accompagner aussi les chercheurs dans la réflexion, l'écriture, en fait, une écriture sensible du réel dont dépend en fait l'écriture filmique. Donc, on a demandé en fait
fait aux chercheurs de rédiger une forme de dossier artistique dans laquelle ils pouvaient mettre en avant en fait à travers une écriture sensible et concrète de situations, de ce qui est voilà, d'écrire des situations pour nous aider avant de partir sur le terrain et pour nous aider à préciser le film en fait. Donc des motifs ont été travaillés de cette manière-là et de ce travail autour de ces dossiers artistiques que nous ont fournis notamment Josias et François. En fait, il y a des thématiques qui sont ressorties. On s'est rendu compte que voilà que il était important dans le film de rendre compte en fait de cette métropolisation accélérée qui est en train de se développer aujourd'hui dans Abidjan et qui débouche en fait sur ces déguerpissements et le fait qu'une frange de la population et de travailleurs se retrouve sous ces lignes haute tension. Donc ça va être un motif visuel qui va être travaillé régulièrement à travers le film en fait. Ce qui nous a semblé aussi important, c'est de mettre en avant que ces zones en fait qui sont considérées comme indésirables en fait par l'État qui essaie de formaliser cette métropole, et ben que ces espaces voilà sont aussi des espaces organisés. Et donc, petit à petit, on a resserré l'entonnoir et on en est arrivé à identifier aussi des lieux, un lieu concret à filmer, qui est le quartier d'Okui Olympe et qui se situe voilà, sous une ligne haute tension à Abidjan. Et progressivement aussi, on s'est posé la question de savoir quels seraient les personnages du film. Donc, on s'est dit que ça serait important voilà, de mettre l'accent sur des propriétaires un ou des propriétaires de garages, essayer de travailler et de comprendre aussi la relation qui se noue avec leurs apprentis et de voir aussi comment leur travail évolue dans le quartier et tout autour d'eux. Euh, alors, comment filmer la ville, hein, cette ville qui se modernise? Après, il nous semblait aussi important de ne pas simplement filmer la ville comme on pourrait le faire dans un catalogue, en fait, mais de le faire à travers les yeux des mécaniciens, en fait, qui ont été déguerpis et qui nous partagent à travers leur voix ou leurs commentaires, bah, comment ils ont vécu ces déguerpissements et qu'est-ce que cela a impliqué en fait que cette ville moderne se, se modernise. Donc voilà, donc on va essayer de voir comment Abidjan grossit, se métropolise, mais à travers le regard des propriétaires de garages. L'idée, c'est aussi de travailler ces marges en fait qui sont considérées comme indésirables par l'État. Donc, en mettant l'accent aussi en filmant ces lignes haute tension, en filmant euh, leur, euh, leur squelette imposant, en filmant, en essayant de capter aussi le bruit qu'elles font. Donc ça, c'est aussi un motif visuel qui reviendra régulièrement dans le film. L'idée, c'est aussi de filmer bah, comment s'organise, se structure l'espace, l'espace des déchets, les conditions en fait matérielles dans laquelle évoluent en fait ces garagistes, comment ils rangent les pièces aussi montrer les constructions fragiles aussi, parfois à travers lesquelles ils sont obligés les abris de fortune et les espaces de production de fortune qui sont construits. Et il y avait aussi cette idée pour aborder la question des risques liés au travail, des conditions de travail. L'idée, c'était aussi de filmer les gestes, les corps et éventuellement d'avoir des voix off des personnages qui parleraient en fait de ce que ce travail leur fait au corps et comment ils s'en sortent. Euh,
Donc, un- Et donc voilà, faut se dire que voilà que avant de partir sur le terrain et lors de ce premier tour du tournage, donc ces différents motifs ont été travaillés et c'est quelque chose qui doit être filmé sur le terrain pour les faire apparaître régulièrement dans le film. Voilà, ce sont des motifs visuels qui apparaîtront régulièrement. Et donc, en 2025, il y a un premier tournage exploratoire qui a été réalisé. Et à partir de là, voilà, Moussa a été retenu, je dirais, comme un des personnages centraux, Yaya également, et leurs apprentis. L'idée, c'est de les suivre voilà, dans leur activité quotidienne. Et aujourd'hui se pose une question en fait liée en fait à la relation filmeur-filmé qui s'est nouée et aussi aux inquiétudes, aux réflexions que se posent certains des personnages par rapport à la démarche filmique. Moussa, par exemple, lors du tournage, était assez inquiet parce que nous sommes allés tourner juste avant les élections présidentielles qui ont eu lieu à l'automne dernier. Et il était inquiet en fait de la situation politique. Et donc voilà, donc le film rajoutait de l'inquiétude. De la même manière, il voulait pas apparaître comme un personnage central parce que se mettre trop en avant euh, risquait de lui générer des problèmes. Et pour lui, il est important, en fait, dans un espace où l'éthique de la précarité, où l'on ne se met pas, où l'on ne fait pas démonstration de sa richesse, où l'on ne se met pas en avant, en fait, pour cette éthique de la précarité invite à être modeste. Et il avait peur que, voilà, qu'en étant trop présent dans le film, il remette en question en fait cette éthique-là. Donc voilà, donc il y a des questions à réfléchir autour encore de la construction et de la place des personnages dans le film. Et ce qui se pose aussi comme question, c'est beaucoup de choses en fait dans le cadre du tournage ont été recensées dans un carnet de terrain et donnent énormément d'informations, mais des choses que Moussa, Yaya ou les apprentis ne formulent pas forcément devant la caméra. Et donc se pose aujourd'hui la question de réaliser, en fait, d'écrire. D'ailleurs, il y a une voix off portée par le réalisateur. Une voix off qui ne serait pas explicative comme pourrait l'être la voix off d'un journaliste, mais on serait beaucoup plus dans une voix off où le réalisateur, le narrateur principal, s'adresserait en fait à Moussa, à Yaya, apprenti, en leur disant, ben voilà, tu m'as parlé de ça, tu m'as expliqué ceci, cela. Et donc, cela permettrait peut-être d'aller un peu plus en profondeur et de toucher un peu plus des questions et des questionnements que Josias, François, Claire, Eric, en fait, se posent par rapport à leur enquête. Donc voilà, donc ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui ouvertes et que l'on est en train de tester par l'écriture d'une voix off. Voilà. Et donc, le petit extrait que l'on va vous présenter avec Claire est juste un montage d'images. La voix off, on s'est dit que c'était pas la peine de mettre la voix off parce que voilà. Céline, Oui. pardon. En fait, comme le temps a beaucoup tourné, je Ah suis oui, pas pardon, sûre qu'on ait le excusez-moi. temps de regarder le film. Peut-être que ce qu'on peut proposer, c'est de donner un lien pour le diffuser après, pour avoir un peu de temps de discussion, parce que du coup, on n'a plus de temps en fait, presque. Euh, D'accord. je sais Excusez-moi. pas. Oui, oui, Ouais, bah, c'est une bonne idée, je trouve. moi, Le lien. juste, j'aurais aimé compléter la présentation de Céline par quelques mots. Donc, si j'arrive voilà. Donc, très rapidement. Donc, c'est pardon, je suis perdue de nouveau entre mes écrans. C'est infernal. Oui, voilà, ça y est. Et juste dire quelques mots sur le fait que, en 2 minutes,
Donc on a vraiment dans le WP7 IPORA, donc qui s'est aujourd'hui transformé et devenu donc ce travail sur l'éthique sociale et l'informalité, on a vraiment voulu travailler l'intersection entre trois projets qui avaient été financés comme site projet IPORA, avec vraiment l'idée d'interdisciplinarité, de méthode mixte, mais aussi de recherche multimodale. Et l'idée, c'est que le film à la fois donne à voir la recherche, mais à la fois soit une composante en soi même de la recherche et soit comme ça partie intégrante du processus de la recherche. Sans tout dire, l'idée c'est bien de combiner différents modes en fait de scientificité dans la production des données et dans l'analyse des données. Et donc, ça peut se résumer par cette slide que j'affiche ici. Et l'idée qu'il y a vraiment cette rigueur empirique qui est vraiment très présente dans tout ce que l'on a produit. À la fois, donc ici, ce que vous voyez, c'est le double rapport, en fait, d'adéquation entre la première colonne à gauche, ce serait le réel de référence, donc les mécaniciens d'Abidjan et comment ils produisent, comment ils génèrent ou pas de la richesse, les risques auxquels ils font face. Donc, entre ce réel de référence d'abord et les données générées, donc c'est la deuxième colonne. Donc, on a généré plusieurs types de données qui sont qualitatives, qui sont de la base de données qui a été présentée et dont certaines analyses ont été présentées, mais aussi les rushs audiovisuels, enfin des données audiovisuelles qui ont servi ensuite à faire le film. Et le deuxième rapport d'adéquation, c'est la deuxième partie du tableau sur la droite, où on a un rapport d'adéquation du produit scientifique aux données et qui va passer par le média de l'analyse des données. Et donc, on a d'une part une partie de l'analyse de données qualitatives en méthode compréhensive ou thématique, des analyses statistiques exploratoires multivariées, de l'économétrie à venir, mais aussi le travail sur le montage de ces rushs audio avec tous les choix dont Céline a abondamment parlé, qui, de la production des données jusqu'à l'analyse des données, en fait, vont contribuer à produire un film de recherche, mais comme composante même de la recherche. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait ainsi plusieurs productions scientifiques, dont ce film, qui est aussi un média partageable plus facilement et qui peut être intéressant pour Ipora. Voilà. Merci Claire pour cette superbe conclusion qui met tout en consistance là. Donc je découvre cette slide et c'est top. Merci. Euh, donc Yannick, est-ce qu'on a amélioré la transmission des questions en fait à distance ou comment tu proposes qu'on fasse? On a perdu Yannick. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et on commence. Alors, on n'entend pas, hein. Il faut, non. Le- Oui, là, le français, on l'entend, d'accord, c'est bon, le français, on l'entend. Donc, vous allez traduire, c'est ça. Ok, parfait. Merci. Merci. On peut peut-être répondre tout de suite. Josias ou François, on avait des choses sur les, ou d'ailleurs Céline et Claire, puisqu'il y a des choses sur les déchets aussi. C'est un thème, c'est un motif du film. Donc peut-être Josias départ sur l'information qu'on a dans l'enquête, dans le questionnaire.
Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être liées à l'environnement, enfin, au risque écologique, alors plutôt, j'ai l'impression au risque écologique pour la santé en fait, hein, des travailleurs. On est plutôt, j'ai l'impression qu'on a plutôt ce focus. C'est vrai qu'on a peu fouillé l'aspect déchets, l'aspect recyclage. C'est tout à fait, c'est vrai. C'est un domaine qu'on n'a pas couvert par l'enquête explicitement. Mais c'est une vraie question. Donc, oui, Céline. Le micro, Céline. Oui. Oui, excusez-moi. C'était une question qu'on s'est posée en fait au moment du tournage filmé où sont déversées les huiles de vidange, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère voilà, les déchets liés. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait apparaître en fait. Oui, c'est totalement une question très intéressante et importante. Malheureusement, on n'a pas pu intégrer en fait ces notions-là en fait dans le questionnaire. Donc ça fait peut-être l'objet d'un autre questionnement qui pourrait qui pourrait intervenir en fait dans d'autres perspectives en fait à venir, quoi. Is related to the risk presentation. So very much fascinated with the trust is very initial mistake. My question is in terms of empowering technologies. How would streamers design in terms of like team this data into few areas? Was it a question? And turn out from your criteria, which was in terms of the quality status, how the interviews or at least good discussion design, and how was the experience of our students? Oui, oui, j'ai capté la question. Merci beaucoup pour cette question. Donc, il faut savoir que il y a eu plusieurs missions exploratoire. Donc, d'abord, on a eu une première mission pour voir concrètement ce qui se passe sur le terrain avec un questionnaire qui avait été déjà préétabli. Donc, on a testé le questionnaire. Donc, la mission était spécifiquement en fait exploratoire pour voir est-ce que notre questionnaire passe, est-ce que les termes utilisés étaient compris en fait par les garagistes. Et donc, ça nous a permis, cette mission-là, de pouvoir reconstruire et d'intégrer en fait les notions utilisées en fait sur place à Abidjan, notamment le jargon, et aussi euh, voilà pour parler de l'administration. D'abord, quand on arrivait en fait dans un bloc, on essayait de recenser l'ensemble des mécaniciens qui sont dans le bloc. Et après, on demande en fait à avoir le chef de garage. Donc, en fonction de sa disponibilité, on essaie en fait de lui questionner. Sinon, s'il n'est pas disponible, on revenait plus tard ou on prend en fait rendez-vous avec lui. Par ailleurs, c'est un questionnaire qui durait entre 35 et 40 minutes. Donc, on avait affaire aussi à des enquêteurs qui sont expérimentés, puisque c'est le Centre ivoirien de recherche économique et sociale qui a collecté en fait ces données-là. Donc, ce sont des gens qui connaissent mieux le terrain. Et donc, ce qui fait que les retours qu'on avait des enquêteurs étaient quand même assez positifs. Les garagistes étaient réceptifs, donc les questions ont été collectées vraiment dans de très bonnes conditions sur cet aspect-là. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça.
Et peut-être concernant la conception du questionnaire, s'il y avait une question aussi, Ah partie oui. de la question qui posait là-dessus. Donc sur la conception du questionnaire, effectivement, on savait on voulait avoir recueillir de l'information sur des domaines prioritaires, hein, donc la question des normes, donc de formalisation, enfin de formalisation et la façon dont les unités de production s'acquittaient de ces normes ou pas. Donc dans les différents domaines qui ont été énoncés par François, donc le foncier, la couverture des risques, les impôts, les paiements de patentes, etc., la comptabilité, bref, tous ces aspects-là. Et ensuite, on a rajouté des modules de questions en fonction des dimensions qu'on voulait mettre en relation avec ces caractéristiques multidimensionnelles d'informalité. Au départ, on était intéressé par la question plutôt économique des performances de l'entreprise, de son comportement en investissement. Mais ensuite, on a ajouté d'autres modules, hein, puisqu'on a fusionné plusieurs projets du WP7, comme Claire l'a expliqué tout à l'heure. On a rajouté des dimensions plus sur le risque santé, sur la protection sociale, sur la protection santé, sur l'organisation de cette protection, les différentes stratégies en fait, hein, pour protéger contre ces risques et cette exposition aux dangers, aux risques. Donc voilà, on a construit l'enquête au fur et à mesure comme une agrégation en fait autour des caractéristiques d'informalité et donc de différents modules permettant d'interroger, hein, des choses qu'on met ensuite en relation avec ces caractéristiques d'informalité, ou qu'elles soient voilà, très économiques ou socio-économiques en fait. Voilà. Peut-être.